Alors je voudrais juste intervenir en me disant, bon là nous en sommes à la procédure de déclaration de projet numéro 1 du PLU pour un projet d'écoquartier sur la colline, sur le site Sainte-Trope. Je m'interroge sur ces projets d'écoquartier parce que ça fait des années et des décennies qu'on entend parler de ces projets d'écoquartier. Le principal était au départ initié sur le Yeti Park. C'était un temps où la zone, n'est-ce pas, fonctionnait très bien. Et puis on a eu droit à d'autres lieux, et puis là on est en train encore de débattre sur un nouveau projet, ce que je m'en félicite, parce que je pense qu'effectivement ça nécessite et ça répond à des besoins communaux, à des développements économiques. D'ailleurs à ce sujet, M. Bompard et fils, je me chargerai de vous ressortir une revue de presse du 10 juin 2014, où il est marqué, M. le maire, et où vous affirmez que vous ne feriez rien sur le développement économique. Alors j'ai peut-être pas les mots qu'il faut, mais je pense que vous avez la mémoire qui flanche. Voilà. Écoute ça. Oui. Est-ce que je peux parler, monsieur le maire? Allez-y. D'abord, je voulais féliciter monsieur Marco parce qu'en fait, en matière d'intervention des élus, c'est quand même un des élus qui prend le plus la parole dans le conseil municipal. Et à ce titre, il n'était pas du tout visé. Bravo, Xavier. Bravo. Bravo, Xavier. Une médaille. Est-ce que le Parti communiste donne une médaille? Alors que la tempête Alex a ravagé les Alpes-Maritimes en quelques heures, nous rappelant que la nature reprend toujours ses droits, vous nous demandez d'adapter le PLU en ressortant du tiroir un projet que nous pensions que vous aviez eu la sagesse de laisser de côté. Avec l'écoquartier dans le quartier Sainte-Trope ou le quartier de l'Étang, une zone où toutes les études, y compris les vôtres, ont démontré que quels que soient les aménagements qui seront faits sur le plan hydraulique, la zone restera toujours inondable. Le quartier de l'Étang est une zone à haut risque, car les eaux pluviales viennent buter sur la colline, les eaux s'accumulant dans les deux cuvettes naturelles que sont l'ancienne carrière et le quartier de l'Étang, et le seul exécutoire est le canal de la mine qui passe sous la colline, avec au final parvenir dans une zone inondable avec comme digue l'autoroute. Porter un projet d'écoquartier dans le quartier de l'Étang, c'est porter le projet d'une bombe à retardement. Il y avait beaucoup à dire sur l'appellation écoquartier, qui ressemble plus à une opération immobilière pour un investisseur privé, alors que le centre-ville se meurt. Aucune cohérence avec ce que nous voulons pour notre ville, alors qu'il y a seulement 3 semaines, une réunion était organisée pour présenter un projet d'écoquartier pour l'aménagement du quartier de la Gare, dans une zone qui ne s'éloigne pas du centre-ville, comme le quartier de l'Étang. Les deux organismes chargés de travailler plusieurs scénarios d'aménagement dans le cadre d'une étude préopérationnelle ont présenté 2 options qui visent en permanence l'objectif de ne pas fragiliser le centre-ville. L'inverse de ce projet aujourd'hui que vous présentez. Il aurait été intéressant que vous soyez présents à cette réunion. Au lieu de cela, vous avez préféré faire un communiqué pour faire avorter le projet dans l'œuf. Ce projet avait l'avantage de ne pas retirer le centre du débat pour un réaménagement de l'avenue Frédéric Mistral, un lieu de vie que va constituer la nouvelle gare ferroviaire et routière à la Via Venezia, un aménagement du quartier des Verrières au nord de la ville et le quartier de l'Argenceau au sud. Ce projet, on a investi de l'argent public. Il y a une étude préopérationnelle qui nous dit que c'est pour nous projeter dans les 30 prochaines années. C'est un quartier qui nous relie directement au centre-ville, dont l'objectif de ceux que vous avez payés est de faire en sorte de préserver et de dynamiser le centre-ville. Donc je ne dis pas que ce projet ne comporte pas peut-être des choses à améliorer, mais pourquoi nous n'aurions pas vocation à en débattre, même si le travail se fait sous la présidence de l'intercommunalité. Donc il y a 3 semaines, vous nous présentez un projet d'écoquartier dans le quartier de la Gare, et maintenant vous nous demandez d'adopter le PLU pour un projet d'écoquartier dans le quartier de l'Étang, projet qui a fait la démonstration de sa nocivité avec toutes les interventions qu'ont pu faire les habitants du quartier pour mettre en garde
et les procédures administratives devant les tribunaux pour faire valoir le fait que vous aviez un projet qui allait bétonner une zone qui devait rester naturelle, parce que vous mettiez en danger les populations de ces quartiers en cas d'intempéries. Et aujourd'hui, vous nous ressortez un projet qui vise simplement, sûrement, à rassurer l'investisseur privé qui avait déjà engagé des finances dans le projet du Parc. Oui, donc concernant l'écoquartier sur les zones de Sainte-Trope et du quartier de l'Étang, nous sommes totalement opposés à la modification du PLU concernant le site de Sainte-Trope. C'est un vrai joyau naturel pour notre ville qu'il faut absolument préserver de l'urbanisation, et ce pour 3 raisons fondamentales. La première, la biodiversité. C'est un des rares espaces boisés qui reste sur Orange. Il faut absolument le préserver tant qu'il est encore temps. Pour une logique économique, deuxièmement, quand une ville perd des habitants, on ne crée pas de nouveaux quartiers d'habitation. Pour une logique d'urbanisme, alors moi, j'ai effectivement pas eu accès aux études qui ont été faites de façon antérieure sur ce quartier, mais a priori, effectivement, il est inondable, donc déjà, ça exclut de pouvoir y faire des habitations. Et d'autre part, c'est un quartier qui est complètement enclavé et qui va forcément créer des complications de circulation majeures et notamment pour la pollution des gens qui vivent dans ce quartier. Donc je trouve ça particulièrement dommageable. Le dernier PLU établit que 1604 logements sont vides sur la ville d'Orange. Tous les Orangeois donc peuvent observer quand ils se baladent des immeubles vides, des zones, des friches industrielles, etc. Ne peut-on pas d'abord rénover l'existant avant de proposer des nouveaux projets? Le SCOT établit, sur le bassin de vie Avignon-Orange, établit également cette recommandation de ne pas étendre de nouvelles zones commerciales et urbanisées. Parce que, effectivement, ça pose un problème de développement pour la biodiversité et aussi pour notre sécurité vis-à-vis des inondations. Donc je pense que vraiment là, il y a un sujet majeur à relever. Et enfin, pour terminer, dans Vaucluse Matin, Monsieur le maire, le 5 octobre 2020, donc il y a 15 jours, vous avez qualifié le projet d'écoquartier de la gare de rêverie peu souhaitable. Alors, soit ce manque de cohérence est le signe d'une gestion improvisée de la ville, soit cela montre vos pratiques clientélistes. Y a-t-il d'autres interventions? Non, il y a d'autres. Qui c'est qui va intervenir? Non. Ah, non, bon. Peut-être Xavier, est-ce qu'il veut? Xavier, tu veux Je veux déjà, monsieur le maire, si vous le permettez, concernant les inquiétudes de Mme Alouis sur la problématique hydraulique. Alors effectivement, ce dossier, comme vous dites, c'est un vieux dossier. Bon, comme vous savez, pour faire des projets, aujourd'hui en France, il ne faut pas 3-4 ans, il en faut minimum 10, voire 20. Et en particulier pour ce dossier, effectivement, qui ressort, il faut quand même expliquer la situation. Cette zone donc, de 14 hectares a été effectivement acquise donc en 2010. Ensuite, il était prévu, dans le cadre effectivement d'y faire ce fameux Yeti Park. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette analyse-là, puisque le projet, à la demande du maire, a été complètement révisé et on part pas du tout on part sur un projet touristique, d'éducation et de formation. Donc il y a quelque chose derrière tout ça qui est important d'abord pour nos jeunes. Le tourisme, pour accueillir des gens aussi et les retenir un petit peu à Orange, parce qu'on n'a pas non plus, vous le savez, au niveau hôtellerie, une grande gamme de choix. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment la priorité, à vocation touristique. On est à 2 pas du théâtre antique, on est sur une ancienne carrière, une friche qui n'est pas classée, elle n'est pas classée espace naturel sensible. Alors ne dites pas, il y a les petits oiseaux, il y a les petites... C'est sûr, les analyses ont déjà été menées. On n'avance pas comme ça à l'aventure. Préalablement, effectivement, les études de ciblage hydraulique, qui effectivement, pour la biodiversité, ont déjà été préalablement menées. On sait exactement quelle compensation il faudra mettre en place pour que ce projet aboutisse. On a exactement maintenant
les différentes, pour l'hydraulique, pour répondre à Mme Louis, la problématique qui concerne aussi bien le canal de Pierre-Latte d'une part, qui servira d'exutoire et d'évacuation pour les ruissellements qui viennent de la partie sud de la ville, à tous les quartiers dits désaglanés ou du Coudoulet. Donc ça, déjà, cette problématique-là est déjà réglée techniquement, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. Ensuite, pour le quartier de l'étang lui-même, qui effectivement, comme vous le savez, est construit sur un étang, donc ce fameux petit tunnel qui passe sous la colline aussi, mais qui n'a rien à voir avec la rue Pierre-Latte, que tout le monde appelle le canal de la mine, les analyses ont été faites. On commence déjà à faire quelques travaux en lien avec la ZAD de la Maine, qui avait la compétence, donc c'est l'Interco bien sûr qui finance, pour que ce canal soit remis en état. Déjà d'une part, serait-ce que si, parce que le projet dont on parle, c'est pas pour demain matin, hein, ça va prendre encore du temps. Donc du coup, déjà au moins pour nos habitants du quartier de l'étang, le nécessaire est en cours pour la partie évacuation des eaux en cas de ruissellement pluvial. Ensuite, le franchissement d'autoroute, là pareil, on sait exactement ce qu'il faut faire pour remédier à ce problème. Quand en 70, l'autoroute a été faite un peu par-dessus la jambe, où on ne connaissait pas les problèmes hydrauliques comme aujourd'hui et les moyens de les calculer, comme on peut le faire maintenant, il est sûr que les capacités de franchissement sur l'autoroute sont insuffisantes. Ça, c'est clair. Donc, il y a une seule solution, c'est de faire basculer le canal de la Mine dans le canal de Pierre-Latte, et là, ça s'évacuera naturellement. Hein, voilà. Ou sinon, les ASF seront obligés de recalibrer la buse qui est sous-dimensionnée, on est bien d'accord. Mais ça, c'est des erreurs qui datent, non pas de la MCPC Bompard, mais qui datent bien avant, vous le savez tous. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif de ce projet, c'est aussi de résoudre, pour les habitants du quartier de l'étang, toutes ces problématiques, réellement. Voilà. Ensuite, on est ici au niveau de la concertation. Ce qu'on y fera après, c'est à nous de le définir dedans. Même si le propriétaire effectivement est un investisseur privé, et ce qu'on voudra y voir construire dessous, ça viendra de la concertation publique qu'on va mener suite à cette délibération. Voilà, qui va se mener dans les mois qui viendront, avec un garant désigné par l'État. Hein. C'est pas un commissaire enquêteur, mais c'est tout comme pour que le débat public ait bien lieu, avec des commissions, ce qu'on appelle des comités techniques, donc la partie ingénierie, et des comités de pilotage, avec tout ce qui est élu et représentant orangeois. Donc on a besoin effectivement que tout le monde s'y mette sur ce dossier. Alors, dire, par rapport à l'autre, vous parliez du quartier tout à l'heure au-delà de la gare, qui effectivement, alors là, si on peut parler de zone inondable, c'est incomparable, hein, quelque part, parce que c'est beaucoup plus compliqué encore à résoudre sur le nord de... Écoutez, les études hydrauliques ont déjà été menées, on le sait très bien. Il y a 5 bassins de rétention. Oui, mais ils sont prévenus. Les bassins de rétention, ça ne fait pas tout, madame Louis. Les bassins de rétention ne font pas tout. Quand on sait que toute cette zone-là, les problèmes hydrauliques qu'il y a tout autour avec la voie de SNCF, qui une nouvelle fois fait rembler, un peu comme l'autoroute de l'autre côté, toutes ces choses-là, il faut les appréhender, et maintenant il existe des solutions pour les régler. Mais je dis que la zone inondable est beaucoup plus forte sur ces quartiers au-delà des lignes de chemin de fer qu'elle ne l'est au quartier de l'étang, où là on peut les résoudre beaucoup plus facilement. Je vous le dis tout de suite, ça c'est clair. Les études préliminaires ont été faites. Par nos services de l'Interco, qui a la compétence hydraulique. En 2002, on a eu les ordres. Oh, je sais bien. c'est plus vous n'avez pas la parole. Voilà. Donc, d'autres questions concernant... donc moi, je donnais exactement ce qu'il en était. Pourquoi on peut lancer ce projet, puisqu'on sait exactement quelles seront les compensations à mettre en œuvre pour que ce projet se réalise, pour donner, si on peut dire, un fer de lance à notre tourisme, à l'œnologie, à la formation culturelle également, hein, derrière tout cela, parce qu'on pourrait y installer très certainement un centre pour les corrigies, en particulier de formation des corrigies, qui n'existe pas en France, même pas en Europe. Donc il y a plein de choses à faire derrière tout ça. Maintenant, il faut que chacun veuille y aller. Hein, il faut arrêter de tourner en rond, parce que cette friche industrielle, certes, elle est quand même, c'est une friche, c'est un terrain abandonné où il se passe toutes sortes de choses. Je peux vous le dire moi-même, j'ai fait mettre tous les rochers que j'ai tout le long, c'est moi qui ai fait ça, parce que ça devenait une poubelle municipale, je vous le dis, ça devenait ce qu'on appelle un crassier, en clair, et tout ça, en ayant mis des petits rochers tout le long, on a réussi à limiter les orangeois s'en servaient malheureusement comme lieu, un exutoire pour y aller jeter leurs poubelles, leurs machines à laver, tout ce que vous voulez. Donc
Donc il faut que ce point soit utile à la ville. Actuellement, il est tout à fait neutralisé, si on peut dire. Il ne sert pas à la ville et au développement économique de la ville. Voilà, ça c'est mon point de vue. La parole est à Yann, puis je la prendrai aussi. Monsieur le maire, chers collègues, je réponds juste à Madame Coeur. Vous pouvez me sortir tous les articles de presse que vous souhaitez. Je vais juste vous sortir 2 chiffres. Sur les 25 dernières années, la municipalité Bompard a investi 361 millions d'euros, dont 145 sur le dernier mandat avec l'équipe précédente. Voilà. Sortez-moi les articles que vous voulez sur le développement économique. Les chiffres sont là. On va laisser dire que ça n'a jamais été... Mais non, mais vous n'avez pas la parole. Vous avez parlé, vous écoutez maintenant, c'est bien. Alors, c'est un projet qui traîne depuis longtemps, c'est vrai. C'est un projet difficile. D'abord, sur l'attaque de la colline. La colline, elle est déjà habitée dans sa partie la plus noble. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir. Il y a des villas sur la partie la plus noble. D'ailleurs, les élus ici qui le savent, parce qu'ils ont leur maison. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. La zone dont il est question d'aménager, c'est une zone qui est un peu à l'abandon. Alors certes, il y a un insecte et une plante, mais il y a les solutions pour préserver et l'insecte et la plante sont trouvées. Et on l'accorde des participants. Donc, c'est une chose qui est faite. Pourquoi c'est un dossier difficile? Parce que je ne semble pas avoir compris, pourtant je l'ai dit plusieurs fois, nous ne sommes pas favorables à la multiplication de l'habitat pour l'augmentation de la population comme une finalité. Parce que pour nous, il faut élever la qualité de vie d'Orange et non pas augmenter le nombre d'habitants. Parce que si on augmente le nombre d'habitants n'importe comment, on augmente la pauvreté de la ville, on augmente le chômage et on n'apporte pas grand-chose. On apporte de l'insécurité et tout ça ne nous plaît pas. Donc nous ne sommes pas favorables à un développement brutal de la population, comme cela est conçu bien souvent ailleurs. Et je remarque que les élus ont tendance à évoluer vers cette position, puisque quand j'expliquais ça au SCOT il y a un an ou deux, la maire d'Avignon était tout à fait d'accord avec moi et partageait mon analyse. Donc ce n'est plus du bon sens aujourd'hui que de voir augmenter la population, d'autant que, je le redis toujours, c'est la concentration de la population qui crée la destruction de l'environnement. La pollution, c'est la concentration de la population. Et on est un peu ébahi de voir que les champions de la lutte contre la pollution sont aussi les champions de l'augmentation du nombre d'habitants. Comprenne qui pourra, en tout cas, comprenne qui voudra. Alors, sur l'étude du PEM, parce que ça fait plusieurs fois que vous y revenez, l'étude du PEM était obligatoire. Vous avez compris? On était obligé de la faire, puisque sur ce dossier, on travaille avec la région, avec l'État, avec la SNCF, avec le département, avec la ville, avec l'Interco. C'est-à-dire il y a 6 feuilles, 2000 feuilles qui sont là-dessus. Donc la loi impose une étude. Mais l'étude, c'est une étude. Et cette étude est cofinancée. Hein, elle est cofinancée, cette étude. Donc on était obligé de la faire et on l'a fait à tous. Vous avez bien compris. Donc il faut arrêter de nous attaquer d'avoir fait une étude. On a fait une étude parce qu'on était obligé. Au cours de l'étude, j'ai expliqué au bureau d'études que nous ne ferions pas du développement de l'habitat de manière importante. On voulait bien un petit peu d'habitat, mais pas beaucoup. Mais il se trouve que nous ne sommes pas les seuls financeurs de cette étude, donc le bureau d'études, il a fait ce qu'il a voulu, et je n'étais pas en mesure de lui imposer son choix d'études. Mais je dis qu'on ne le ferait pas, il le sait. Hein. Mais il s'en fout, bon, c'est son droit, mais moi je me fous de son étude par contre aussi, parce que c'est la réponse du berger à la bergère. Soit on fait une étude en tenant compte des avis de ceux qui ont le pouvoir de mettre à exécution l'étude, soit on ne veut pas le faire et on fait quelque chose que je ne qualifierais pas parce que ça serait incorrect. Cette zone d'autant, il est très difficile de faire de l'habitat massif,
puisqu'on vient de vous l'expliquer, il y a des dangers d'inondabilité. Par contre, c'est vrai qu'on va refaire les voies. Donc, Madame Alaoui, vous qui mordez sur la voie communale, il va falloir que vous rapatriez votre piscine sur votre domaine personnel, parce que vous avez fait ça sans autorisation et c'est pas très correct. Et de toute façon, là, ça gêne. Donc, je vous demande d'enlever votre piscine dans les meilleurs délais par voie d'huissier, mais ça suivra si vous le faites pas. Maintenant, l'inondabilité de la zone qui est au sujet, qui est dans le sujet, l'écoquartier Sainte-Trope. Les études ont été faites et il y aura une diminution de l'inondabilité, pas une suppression. La suppression de l'inondabilité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein, vous avez vu ce qui s'est passé dans le Var. Ça n'existe pas. La garantie absolue qu'il n'y ait plus d'eau dans un coin, ça n'existe pas. Bon. Donc là, les études établissent que nous allons diminuer de manière importante l'inondabilité, non pas juste de l'écoquartier Sainte-Trope, mais de tout le quartier, largement. Donc, il nous semble que c'est aller dans le bon sens, parce que si on ne le fait pas, eh bien, l'inondabilité reste trop élevée. Le canal de la mine, il est prévu de faire des travaux, d'ailleurs, je crois qu'ils sont lancés, les travaux sont lancés dans le canal de la mine, et il est prévu, si ce dossier se fait, de passer sous l'autoroute pour envoyer l'eau dans la Maine de l'autre côté de l'autoroute, de mémoire. Hein. Donc, les choses sont prévues, non pas par nous, hein, non pas par nous, parce que même si on suit des stages, on n'aura pas la compétence. Ils sont suivis par des professionnels, par des bureaux d'études, et c'est obligatoire. Hein, on ne fait pas quelque chose d'exceptionnel en passant par le bureau d'études. C'est obligatoire. Et ce bureau d'études, forcément, a toutes les compétences pour faire ces études. Donc il faut s'arrêter de vouloir terroriser en leur mentant, comme d'habitude, les gens du quartier. Hein, arrêtez de faire de la J-Prop, arrêtez-vous. Hein, c'est pas sain, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, même. Hein. Je vous gronde, c'est pas bien du tout de faire ça. On reste un peu sur cette zone. Au départ, le projeteur voulait faire de l'habitat parce que l'habitat c'est facile. Hein, c'est facile à faire, c'est facile à gérer. Mais au fur et à mesure qu'on a étudié le dossier, il nous a paru que ce qui était important pour nous, c'est un, le tourisme, et deux, éventuellement, le culturel, au sens large du terme. Donc, tourisme et culturel, ok. Hein, habitat, niet. Hein, j'ai fait encore changer la délibération tout à l'heure. Mais on l'avait décidé avant. Hein, mais c'est la mise en charge qui avait été mal faite. Donc, nous sommes d'accord pour que se fasse sur cet écoquartier du tourisme, un hôtel de haut standing si possible, un restaurant ou plusieurs de haut standing si possible, et tout ce qui touche au tourisme et tout ce qui touche à la culture. On pense que si on arrive à le faire, c'est-à-dire, eh bien, ce sera un plus pour la ville. On nous a parlé de l'université, effectivement, de l'art lyrique, etc. Pourquoi pas? Tout ce qui touche à la culture et au tourisme, on en est d'accord, et ce pôle-là est réservé à ça. Hein. On ne pourra pas y faire autre chose, du moins tant qu'on sera. Ensuite, qu'est-ce que vous m'avez raconté encore comme bêtise? Bon, je vous ai parlé de l'écoquartier de la gare, je vous ai fragilisé le centre-ville. On a fragilisé le centre-ville, tout le monde fragilise le centre-ville, parce que, comme je le disais à l'époque où la ZAC d'Orange s'est faite, la ZAC Sud d'Orange s'est faite, pas par moi, hein, mais par un maire précédent, je ne veux pas citer son nom parce que je l'aime bien, et qu'il est toujours vivant, mais quand on a fait la ZAC Sud, sans avoir rien fait pour le centre-ville, il est bien évident qu'on a tué le centre-ville. Parce que quand il y a des grandes surfaces, il y a du parking gratuit, il y a de l'attraction, et s'il n'y a pas de parking en nombre suffisant, et si la ville n'est pas belle
sûre, eh bien, fatalement, la vie de la ville se délocalise. Remarquez bien qu'elle se délocalise, mais aujourd'hui, les grandes surfaces sont en train de souffrir et elles se rapatrient sur les centres-villes. Donc les choses évoluent. Hein, et normalement, les centres-villes vont en bénéficier, à condition que les centres-villes ne soient pas paupérisés à un point tel qu'ils deviennent invivables. Parce que la nuit, ça gueule, ça hurle, ça égorge. Il est évident que ça tue le centre-ville. Donc nous luttons contre ça en faisant de cette ville une ville sûre, une ville aussi propre que possible, une ville aussi belle que possible. Et pour nous, c'est ça de tirer vers le haut. Hein. Et tous les gens qui en parlent sont d'accord, parce que c'est de notre compétence, on peut et on le fait. Donc on lutte contre la préservation, la fragilisation du centre-ville avec talent, et on en est assez content. Alors, sur le PLU et sur le SCOT, soyons bien clairs, normalement, les grandes surfaces sont interdites. Les grandes surfaces sont interdites dans l'ensemble du département. Il ne doit plus y avoir de nouvelles grandes surfaces, sauf en 2 points. Il y a une reconstruction qui est actée depuis 2 ans sur la Violette, c'est acté, tout le monde est d'accord. Et il y a l'autre, c'est pas à Orange, c'est à Avignon, je ne sais pas où. Entraigue. C'est Entraigue. Donc les 2 seuls points où il y aura de la restructuration économique, c'est là, Entraigue, qui est une ville communiste, et Orange, qui n'est pas tout à fait communiste encore. Ça viendra peut-être, mais on ne peut pas pour le moment. Et c'est fait avec beaucoup de pondération, avec l'accord des services de l'État, que tout le monde est d'accord, et tout le monde est d'accord pour élever là aussi la qualité de la vie de la zone, qui en a bien besoin. Et alors, je profite pour vous dire que les amateurs du PEM, de développement de l'habitat dans le PEM, hein, effectivement, c'est une bonne idée si on voulait mettre une aigle de plus, comme s'il en manquait à Orange. Hein. On trouve qu'il y a assez d'aigles dans la ville, c'est pour ça qu'on essaie de la faire disparaître, de faire quelque chose de beau. Je ne sais pas si on y arrivera, mais on veut en tout cas. Et il est bien évident qu'on ne veut pas de nouvelles implantations de zones concentrationnaires et destructrices de la qualité de la vie. Oh, je crois que j'ai répondu à tout. Donc on passe au vote. Qui est contre? Oh, c'est fini. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté, je vous en remercie. On passe au dossier numéro 14, parce qu'on nous dit que les 11, 12, 13 ne sont pas utiles. Mais s'ils sont utiles, on les remettra si on jamais. Dossier numéro 14, Pierre Marquesi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vu la décision de la commission d'appel d'offres réunie le 4 septembre 2020, une consultation ouverte sur la plateforme dématérialisée le 31 janvier 2020 s'est révélée infructueuse, car seul le fabricant des véhicules acquis par la ville d'Orange pouvait répondre aux besoins. Suite à cela, un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence concernant la fourniture de batteries pour minibus électriques pour le transport de personnes a été lancé sur la plateforme dématérialisée, la même, le 16 mars 2020, avec la société L'Or Industrie. Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès de la société L'Or Industrie, la proposition présentée par ce dernier est apparue économiquement avantageuse. Il convient d'accepter l'offre et de signer les pièces du marché 2020-13 avec la société L'Or Industrie, sise à Angenbieten, 29 rue du 14 juillet, concernant la fourniture de batteries pour minibus électriques pour le transport de personnes pour une durée de location sur 6 ans. Le montant de la dépense à engager au titre de ce marché est arrêté à la somme de 36 200 € hors taxes par an, soit 217 200 € hors taxes sur 6 ans, et sera imputé sur les crédits inscrits au budget 2020 et suivants. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir accepter l'offre de la société L'Or Industrie,
pour le marché relatif à la location de batteries pour minibus électriques pour le transport de personnes pour une durée de 6 ans, s'élevant à la somme hors taxe de 36 200 € par an, soit 217 200 € hors taxe pour la durée totale de 6 ans. Autoriser Monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué au parc auto et au transport à signer les pièces du marché. De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 et suivants. Y a-t-il des questions, monsieur le maire? Merci. Nous sommes saisis d'une délibération sur le marché de location de batteries électriques pour les minibus, achetés précédemment pour un montant de 480 000 €. Je ne vous cache pas mon étonnement de constater que les batteries du véhicule fassent l'objet d'une délibération séparée et que les orangeois doivent remettre la main au portefeuille une seconde fois. En effet, le marché public initial, publié par la ville d'Orange en décembre 2019, stipulait un marché unique pour l'acquisition de 4 minibus avec la location de batterie et non de 2 marchés séparés. Pourquoi donc avoir aujourd'hui 2 délibérations séparées? Vous semblez justifier aujourd'hui l'absence de concurrence sur les batteries par le fait qu'aucune autre société que leur industrie ne produit des batteries pour les minibus leur industrie. Cela est incompréhensible. La mise en concurrence devait évidemment être réalisée en amont avant l'achat d'un minibus, tel que l'appel d'offres initial de prévoyait, et non en 2 temps comme le moyen. En effet, au moins 4 sociétés proposent des projets équivalents de minibus électriques. Comme pour les véhicules de ramassage de belles d'ordures, nous nous trouvons captifs d'un seul fournisseur, ce qui est contraire à nos intérêts. Il est bon de rappeler le coût élevé de ces véhicules. Ainsi, le coût d'achat s'élève à plus de 10 000 € par passager transporté en minibus électrique, contre 2 500 € pour un bus classique. À ce prix-là, nous devrions avoir une délibération au cordeau et sans aucune improvisation. Par ailleurs, pour intéressante qu'elle soit, votre initiative ne s'adosse à aucun plan cohérent de déplacement urbain à long terme. Quid d'une planification de la construction des infrastructures de recharge électrique pour les véhicules individuels? Quid des critères d'évaluation de la durée du test des minibus? Quid du couplage de ces équipements avec le pôle multimodal et les liens nécessaires avec l'intercommunalité? Quid des zones géographiques, des services et des cadencements? Cette délibération transpire donc le cafouillage et la tentative de camouflage d'une grosse négligence dans la gestion de l'argent des orangeois. Cela signe aussi que ni vous, ni les élus responsables ne suivent leur dossier. Tu réponds, Catherine répond. Je préférerais que Catherine réponde, puisque c'est elle qui a suivi le dossier initialement. Attends, mais il y a d'autres questions. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur un sujet délicat? Non. Faut pas hésiter. Ils sont tous contents. Bon, pas d'autres questions? Allez, Catherine. Oui. Ça marche? Oui. Enlevez ton masque. C'est dur. C'est la même chose. Oui. Non, c'est bon. J'espère. Oui, ça fonctionne. Voilà. Alors, tout d'abord, effectivement, nous avions proposé un marché. Sur le marché qui avait été proposé, c'était effectivement l'achat des navettes plus des batteries, bien sûr. Mais il ne nous a pas été fait les 2 propositions sur les batteries, c'est-à-dire en tant qu'achat et également en tant que location. On n'avait qu'une seule proposition. Or, on voulait savoir quelle était la différence entre l'achat avec reprise des batteries, si des fois on devait changer de batterie pour quelques casses que ce soit. Là, à ce niveau-là, ils ont répondu que non, ils ne les reprenaient pas. Donc, du fait, on est reparti sur une location et on a demandé donc à ce qu'il y ait une location de proposer. Et comme tout marché doit passer par plusieurs personnes, on l'a fait tout en sachant que ça serait l'or, puisqu'ils sont les seuls à pouvoir vendre à leur véhicule. Pour ce qui est du choix des véhicules, pourquoi ça a été ce choix-là? Je rappelle que ce sont des véhicules qui sont petits, qui correspondent au niveau de la longueur et de la largeur à une Clio, pas en hauteur bien évidemment, il peut y avoir jusqu'à 15 personnes dedans, ce qui n'était pas le cas de cet été puisque c'était un prototype et ce prototype ne pouvait contenir que 12 personnes. La différence de cette navette, de ce
minibus avec tous les autres minibus électriques que l'on peut connaître, qu'on a vu à Avignon ou ailleurs, c'est évidemment la grandeur, mais surtout le fait qu'on puisse rattacher des wagons les uns derrière les autres, avoir par exemple qu'un seul conducteur avec deux minibus accrochés comme des petits wagons, ce qui n'est pas du tout le cas pour les autres. Et en plus, ils peuvent être conduits séparément les 4. Donc vous voyez tous les avantages. Je me souviens pas s'il y avait d'autres questions. Voilà. Si, est-ce que nous avons payé 2 fois? Est-ce que vous vous êtes gavé sur ce dossier? Absolument pas. La vraie question, c'est ça. Est-ce que vous êtes suspecté ou vous êtes sucré? Non, alors ce que je voulais rajouter, vous faites bien de dire ça, monsieur le maire. En fait, il y a une question qui est remontée par d'autres constructeurs. Parce qu'on avait dit que ça serait bien que ça ne dépasse pas une certaine somme. Et on nous a répondu, et on nous a posé la question, ah oui, mais c'est pour un seul minibus, pas pour les 4. Donc ça prouve que c'était sûrement les moins chers. J'ai dit, monsieur le maire. Bon, alors, on a fini les questions. Par contre, il y a passer au vote. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Maintenant, y a-t-il des... Alors, il y a des questions, je crois. Hein? Il faut que tu répondes aux questions. Alors, je vais les lire, peut-être. Alors, il y a une question sur Delta Déchets. Le site Delta Déchets a été racheté... Ah non, ça c'est la réponse. Oui. Allez, la question... Oui. Comment? Vous ferez une demande par écrit au prochain conseil. Alors, c'est justement à ce sujet, j'ai fait une demande écrite et oui. On ne m'a pas répondu le 13 septembre, on ne m'a pas répondu. On va vous répondre maintenant. Je vais vous répondre maintenant, semble-t-il. Comme indiqué lors du conseil municipal du 2 septembre, nous souhaitons que vous apportiez une réponse aux questions suivantes lors du prochain conseil municipal. Il y en a 5. Alors la première, dossier d'état déchets. Merci de nous fournir les résultats de suivi analytique des nappes phréatiques dans le périmètre d'état déchets, ainsi que celle des eaux de ruissellement depuis 5 ans. Merci d'organiser une visite du site afin que les nouveaux élus puissent mieux comprendre l'organisation du suivi du site. Le site d'état déchets a été racheté par la société PAPREC. Nous ne sommes donc pas en mesure d'organiser une visite. Le suivi du site est géré par la CSS, Comité de suivi des sites, sous l'autorité de l'ADREAL, représenté par M. Paraport, qui le pilote. C'est donc vers lui qu'il faut se tourner pour obtenir des informations complémentaires au rapport du suivi déjà public. Deuxième question. Dossier Sheila. Étant donné la somme importante de 492 500 € investis dans cette acquisition, merci de nous préciser les retombées financières escomptées pour la ville d'Orange et le projet culturel prévu pour mettre en valeur ces acquisitions. La collection Valentin du Sheila est une acquisition de valeur effectivement élevée, 492 000 €. Cependant, comme expliqué dans la délibération votée par le conseil municipal, cet investissement a été subventionné pour ne revenir au final qu'à une hauteur de 130 000 € environ. J'ajoute que cette estimation de 492 000 € a été faite par les spécialistes, mais en fait est bien plus élevée que ça. Je crois qu'elle était de l'ordre de 700 000 €. Ainsi, cette opération va donc valoriser l'argent du contribuable pour la concrétiser dans notre patrimoine pendant 4, 5 ou 6 fois cette seule opération, et cela peut apparaître comme une retombée financière pour la ville. Il semble toutefois qu'analyser les investissements culturels et patrimoniaux sous le seul aspect financier ne correspond pas à la vision de la culture telle que nous l'entendons à Orange. Notre objectif est d'offrir aux Orangeois un panorama culturel fourni, complet et édifiant. Cette acquisition sera mise en valeur dans le cadre du musée d'Orange, qui travaille de façon concertée avec les services de l'État et notre partenaire Culture Espace. Troisième question. Dossier Petit Fourchevieille, merci de nous préciser l'échéance fixée pour la démolition de ce bâtiment. Le permis de démolition a été accordé le 5 août, il est affiché depuis 2 mois. Le troisième constat d'affichage aura lieu ce mois-ci et les opérations de démolition vont commencer dans les semaines qui suivent. Ensuite, le dossier d'Île-Dressing. Merci de nous préciser les protocoles sanitaires mis en place dans le cadre de la prévention contre l'épidémie de Covid. Les protocoles sanitaires sont élaborés en collaboration avec la préfecture au cas par cas
dans les jours qui précèdent les événements afin de toujours coller au mieux les dernières recommandations. Dossier préemption. Vous avez préempté 3 immeubles sur Orange, l'ancienne bijouterie 16 rue Notre-Dame, l'ancienne pâtisserie Blaise à l'angle de la rue de la République et de la rue Caressi, une maison rue du Docteur Rousse. Merci de donner le montant de ces acquisitions ainsi que l'objet de la préemption. Alors, le montant des acquisitions et l'objet sont toujours publiés par délibération. Et ça a été fait, donc il n'est pas nécessaire de revenir dessus. Et l'objet de la préemption, c'est toujours le même, c'est supprimer l'habitat insalubre et pouvoir réhabiliter les magasins pour les louer à des prix inférieurs au marché qui, selon les études faites, sont trop élevés compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat des Orangeois qui est l'équivalent à la baisse de pouvoir d'achat des Français. Voilà, je vous remercie. Il y a d'autres choses ? Oui, monsieur. Par rapport à votre question, monsieur Savignan, si ça vous ennuie pas, on en discute ensemble et on en reparle quand vous aurez pu poser votre question en bonne et due forme conformément au règlement intérieur. Mais si vous voulez qu'on en parle entre nous, on en parle, il n'y a pas de problème, je peux répondre à toutes vos questions. Mais je vais la découvrir. Donc on fait un peu une entorse au règlement intérieur. La prochaine fois. Oui, je suis d'accord, mais je vais surtout, à votre question, sur le nombre de décisions que vous prenez à bord des délibérations du conseil municipal. Je trouve que ça approfondit considérablement le débat démocratique. Notamment, il y a une décision sur laquelle on avait posé une question, on la posera en écrit, c'est la décision des archives municipales sur le site de l'hôtel. Vous l'avez ensuite sur les antennes, il y a 2 antennes en question par décision, on en prend que ce soit l'antenne du Palais des Princes ou l'antenne du chemin de Courtebord. Oui, si ça ne vous ennuie pas, vous nous faites les questions. Parce que vous avez envoyé le mail, mais on n'a pas la substance des questions. Donc, pour ne pas vous dire de bêtises, on fait comme ça a été fait pour l'opposition, pour l'autre groupe, et on vous répondra. On vous répond quand même, mais on suit strictement la loi. En revanche, voilà, sur le règlement intérieur. En revanche, sur vos questions, on peut en parler ensemble, il n'y a pas de difficulté. Oui, la séance est levée, je vous en remercie.